Salut et re-bienvenue dans l'atelier. C'est la 5e partie de notre série de vidéos qui porte sur les gabarits de fixation et les gabarits de perçage. Si vous vous en rappelez, à la fin de la dernière vidéo, on venait de compléter la pochette de... Oh, excusez, j'arrête là juste pour quelques secondes puisque j'ai une question, j'ai reçu une question à propos de la dernière vidéo. Et la question était... pourquoi n'utilises-tu pas un liquide refroidissant lors du fraisage de la pochette? Mais il y a 3 raisons. La première, c'est que l'acier que je coupe ici, c'est un acier qui s'usine excessivement bien. C'est un alliage qui est conçu pour ça. Donc, il y a très peu de friction, très peu de chaleur. Deuxièmement, la pochette n'est vraiment pas très grosse. Donc, il y a peu de contact dans le temps, puis peu de transfert de chaleur, ça ne m'inquiète pas vraiment. Et la troisième, c'est plutôt pratique, c'est que ça fait beaucoup moins de dégâts, puis je ne suis pas obligé de faire un grand ménage. Si vous voulez plus d'informations sur les fluides de coupe et les huiles de coupe, j'ai une vidéo pour ça, et le lien est juste en haut ici. Pour nous autres, on retourne à notre vidéo. Et comme on peut voir, on a la pochette avec les 4 trous de dégagement pour ouvrir les coins. Mais on va voir, il y a une autre raison aussi que je n'ai pas mentionnée pourquoi on a fait ces 4 coins-là avec des trous. Par contre, le côté ici et le côté là, interne, ça c'est mes surfaces de référence. Et je ne veux pas oublier que c'est mes surfaces de référence. Fait que ce que je vais faire, je vais les identifier avec 2 petites marques de poinçons de traçage. Vraiment très léger. Comme on peut voir, la goupille s'en vient bien, mais on n'a pas vu grand-chose. Ça, c'est principalement parce que j'ai oublié de partir l'enregistrement. Bon, on peut voir que la goupille, elle est tournée sur un bout. Là, j'ai pas de pièce assez longue pour faire toute le goupille d'un coup, donc 3/4 de pouce de long. Donc, j'ai pris cette pièce-ci qui traînait dans ma boîte de rebut, même si elle n'était pas assez longue pour faire la pièce tout d'un coup. Puis, j'ai plutôt opté pour juste le revirer de bord pour faire chaque côté. Il y a un avantage ici, c'est que je me suis mis à zéro, ou je vais me mettre à zéro, à l'endroit où j'ai fini ma dernière pâte sur le premier bout. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est revenir à ce zéro-là pour le deuxième diamètre. Pas de besoin de remesurer. Bon, voilà mes 2 surfaces de référence et voilà le trou qui va accepter la goupille. Je peux maintenant utiliser l'étau pour compléter l'assemblage par interférence. Et voilà, j'ai maintenant un bouchon en laiton. Bon, le goujon est installé et étant en laiton, là, ça fait un peu beau. Hein? Laiton, acier, c'est un beau mélange. J'aime toujours quand je peux incorporer quelque chose en laiton de le faire. Ça rend un projet là, plus attrayant.
Mais il n'était pas obligé d'être en laiton, ce goupille-là. Vraiment, il aurait pu être en acier ou même en plastique. C'est une goupille qui m'empêche d'installer la pièce dans le mauvais sens. Fait que si on regarde ici, à cause de la goupille, je peux l'insérer du sens que je voulais pouvoir le faire. Mais que si j'essaie de l'installer autrement, ça ne fonctionnera pas puisque ça s'accote sur la goupille. Et seulement quand le coin est au bon endroit, que je peux dire que j'ai une coupe, ou pas une coupe, un positionnement acceptable. C'est ça que je veux. Une autre chose qui est intéressante ici, c'est que j'ai incorporé la goupille à une entité existante sur la pièce. Donc, je n'ai pas été obligé d'usiner autre chose que la goupille ici. Donc, on peut passer à nos accessoires de fixation. Donc, j'ai ici pas mal tout ce que j'ai besoin pour l'opération de taraudage. J'ai mon trusquin à vernier avec la pointe à tracer montée dedans. Là, vous allez peut-être remarquer que la pièce que je veux tracer est sur un bloc 1, 2, 3. Et ça, c'est parce que le bloc mesure précisément 1 pouce. Et ce trusquin à vernier-ci ne peut pas descendre plus bas que 1 pouce. Donc, ça balance les choses, puis ça me permet de mesurer en bas de 1 pouce. Puisque je veux, moi, tracer une ligne ici à 3/16e de profond. Là, la pochette est 3/8 de profond. La moitié de la profondeur, c'est 3/16. Et je vais tracer une ligne là. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir utiliser des vis 10-32 ici. Et puis la vis 10-32, bien, la tête est un petit peu moins haute que le bord de la pièce lorsqu'elle s'assoit dans la pochette. Et ça veut dire que si je place cette vis-là au centre, le côté de la tête ici ne dépassera pas le bord de référence tertiaire, ou primaire, excusez, de la pièce. Donc, je vais pouvoir asseoir la pièce sur une table sans que la tête de vis interfère avec la table. Bon. Donc, j'ai mes vis 10-32. Je ne suis pas obligé d'être particulièrement précis, ça encore une fois. En dedans de 5-10 millièmes, c'est bon en masse. Donc, je vais faire ça par poinçon de traçage, poinçon de centrage, forêt à centrer juste avec la petite pointe de ce petit forêt-là. Je vais faire un trou avec mon forêt en vue du taraudage. Et je vais tarauder mes trous. Mes 2 trous. Donc, regardons ça. J'ai réglé mon trusquin à vernier à 3/16e de pouce, ce qui est la moitié de la profondeur de la pochette, et c'est ça que je veux. Et je suis prêt à tracer mes 2 lignes dans ce plan-là. Mais avant ça, il va falloir que je tourne mon bloc de bord. Parce que ma référence, c'est la surface ici, puis je veux 3/16 de cette surface-là. Donc, je peux tracer la première ligne et la deuxième. Maintenant, je vais le tourner sur son côté pour venir tracer la ligne ici et ultimement la ligne là. Pour le taraudage, on va utiliser ce bloc de taraudage. Là, on a un bloc plus complexe qu'on a vu dans notre projet bloc de taraudage. Mais ici, on veut garder ça simple. Ce n'est qu'un morceau de laiton qui a été surfacé sur les 2 extrémités, puis percé avec un trou qui était juste légèrement, très légèrement plus gros que le diamètre du tarot qu'on va utiliser. Ce bloc va nous aider à maintenir le parallélisme entre le tarot et le trou de la pièce. Là, je n'ai qu'à l'insérer et tenir le bloc contre la surface afin de produire un filet bien perpendiculaire.
Rappelez-vous, j'ai jamais dit que c'était pour être excitant. On peut maintenant passer au taraudage du deuxième trou en utilisant la même technique. Si 40 ans de mariage m'ont prouvé une chose, c'est que je peux faire des erreurs. Et ici, si je regarde les surfaces de référence de ma pièce, la pièce, d'après le dessin de la pièce, sont ici et là. Ça veut dire que la vis ici pousse la pièce contre sa surface de référence. Et c'est ce que je veux. Par contre, cette vis-ci est sur le mauvais côté. Donc, il va falloir que je ramène la vis ici. Je pense que je vais aller réparer ça. Et grâce à la magie de la vidéo, on peut voir que, pouf, le trou a été bouché et j'ai réglé le problème. Donc ici, j'ai une vis à tête plate qui est égale avec la surface là. Donc c'est bloqué, il n'y a plus de possibilité de confusion. Et j'ai mes deux vis de blocage pour tenir ma pièce en position contre les surfaces de référence. Donc, serrer très légèrement, serrer aussi fort que possible avec nos doigts et serrer le deuxième. Et c'est tout ce qu'on a de besoin. Je suis prêt à percer, mais pas des trous dans la pièce. Il manque mes deux trous pour accepter les douilles vides. On va aller regarder ça. Si on retournait voir notre dessin de pièce, on s'apercevrait que les deux trous sont espacés par un demi-pouce ou 0,5 pouces. Mais que les références des deux trous sont différentes. Si on regarde le deuxième trou ici, on voit qu'il est positionné par rapport au premier trou, pas par rapport aux références originales. Et c'est le premier trou, celui-ci, qui lui est positionné par rapport aux surfaces de référence, soit les surfaces de référence secondaires et tertiaires. Vous avez peut-être aussi remarqué que les dimensions n'ont pas tous la même tolérance. Si on regarde les trous, on voit qu'ils mesurent 250 millièmes de pouce de diamètre, soit un quart de pouce, et qu'ils ont une dimension ou une cote à 2 points décimales, ce qui indique qu'ils ont une tolérance de plus ou moins 5 millièmes de pouce. On peut voir également que cette tolérance s'appliquera au positionnement du premier trou par rapport à ses surfaces de référence. Si on regardait maintenant l'espacement entre nos deux trous, on constate qu'on a 500 millièmes de pouce ou 1,5 pouce à 3 points décimales. Et ça m'indique que la tolérance ici est de plus ou moins 1 millième de pouce. Là, je sais ça puisque dans la partie 2 de cette série de vidéos, on a défini sur le dessin de la pièce que les tolérances seraient 2 points décimales pour 5 millièmes, plus ou moins, et 3 points décimales pour plus ou moins 1 millième de tolérance. Bon, j'ai deux trous à produire qui ont le même diamètre, mais pas la même tolérance de positionnement. Ça peut être problématique parce que ça peut changer comment j'approche le projet. Bon, mais le premier trou, comme on vient de voir, il n'est pas positionné tellement précis. Donc, si on veut suivre la logique de on ne devrait jamais rendre plus précis quelque chose qui n'a pas besoin de l'être, j'aurais tracé, poinçonné, percé et alésé ce premier trou. Pas de besoin de positionnement numérique ou rien comme ça. Pourquoi? Parce que sa tolérance de positionnement n'est pas tellement bonne. Une fois que j'aurais fait ça, je pourrais indiquer le trou avec un comparateur de cadran, venir indiquer, trouver le centre très précis, me remettre à zéro sur ma machine et me déplacer pour le prochain trou. Je vais juste mentionner tout de suite, là, rien de ça fonctionne si la surface de référence secondaire de la pièce n'est pas parfaitement alignée avec l'axe longitudinal. Okay? Ça, c'est important. Autre chose qu'il faudrait que je mentionne, c'est que dans nos pièces, on a dit qu'on perçait deux trous d'un quart de pouce, puis chaque trou était plutôt imprécis en fait de diamètre. C'est pas ça que je vais faire ici. Là, je perce le trou dans les gabarits, les trous dans le gabarit.
Ça veut dire qu'il va falloir que ces trous-là soient pas mal plus gros qu'un forêt d'un quart de pouce, parce qu'il y a une douille guide qui doit s'insérer à l'intérieur de ce trou-là. Et ce douille guide-là doit être un assemblage par pression, léger somme toute, mais quand même par pression, dans le trou. Fait que le trou va falloir qu'il soit précis, là. Ce qui veut dire qu'on va percer et alaiser au minimum le premier trou. Une fois que je fais ça, je règle mon... Puis j'ai indiqué le trou parce que je me suis déplacé là d'après un poinçonnage. Bon, j'indique ce premier trou-là, je me déplace le montant voulu pour aller faire le deuxième. Et pour le deuxième trou, mais je percerai. J'alaiserai à la barre d'alésage, puis j'alaiserai à l'araisoir. Pourquoi ça? Bien, je veux maintenir une distance précise. Donc, si je pars précisément du premier trou, puis je m'en vais au deuxième, puis je fais juste percer, le problème là, c'est que le forêt a toujours tendance à envoyer au moins un peu au point de départ. Puis ce trou-là pourrait être quelques millièmes d'un bord ou de l'autre, d'où il devrait être réellement. Donc, si je perce plus petit, si j'alaise avec une barre d'alésage qui est un outil à tranchant unique, mais cet outil-là va suivre l'axe de la machine et pas la position du trou que j'ai percé au préalable. Donc, si le trou n'est pas tout à fait à bonne place, ça va le ramener au bon endroit. Mais il est très difficile, ça on en a parlé dans plusieurs autres vidéos, il est difficile d'alaiser à la barre d'alésage un petit trou, un demi-pouce dans ce cas-ci, de façon très précise. C'est beaucoup plus simple d'utiliser le truc de percer, de prendre la barre d'alésage pour ramener le trou au centre précis où il doit être. Puis ensuite de prendre l'alésoir pour finir le trou au bon diamètre. Bing, 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 c'est la méthode la plus simple. Si je voulais que ça soit très précis, mais je ferais le même percé, allez-y, mais pas si je fais un manque de poinçon. Deuxième façon d'approcher. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que je disais au début, des fois, il ne faut pas se rendre malade. Parce que des fois, ça semble compliqué, mais ça finit par être plus simple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va trouver les barres de référence par repérage de barres. Donc, on va repérer nos deux barres, on va se mettre à 0 au point de référence, on va bouger 370 millièmes dans les deux plans, X et Y ici, pour aller se placer au-dessus du premier trou. Bon, je suis au-dessus du premier trou, je barre tout en place, je me remets à 0, je perce, je alaise à la barre d'alésage et j'alaise à l'alésoir. Pouf, mon trou est au bon endroit. Ensuite, je vais me déplacer au deuxième et recommencer la même chose. Je me déplace précisément un demi-pouce plus loin. Je pourrais utiliser des cales d'étalon ici pour m'assurer que je bouge très précisément un demi-pouce. Et je vais, encore une fois, percer, alaiser à la barre d'alésage, puis alaiser à l'alésoir. Bing, j'aurai deux trous très précisément séparés par un demi-pouce. Mais nous autres, on ne se rendra pas malade comme ça, parce que le positionnement du deuxième trou, c'est quand même une amplitude de 2 millièmes de pouce, le plus ou moins 1. On devrait pouvoir l'avoir si on repère les deux bords de notre pièce, les deux surfaces de référence bougent au premier trou, on se met à 0, perce et alaise ce trou-là, pas de besoin de l'alaiser à la barre d'alaisage, puis ensuite de se déplacer au deuxième trou et faire la même chose. On devrait être en dedans de notre tolérance. D'une façon ou d'une autre, on va le vérifier pour le savoir, juste pour savoir si on aurait dû prendre l'autre technique. Comme je dis, il n'y a rien de ça qui fonctionne si ma pièce n'est pas bien alignée. Puis là, on va l'aligner. Mais vous remarquerez, l'alignement de l'étau ici, ça m'importe que très peu. Parce que ce n'est pas l'étau que j'usine, c'est ma pièce. Fait que ce que je suis en train d'aligner ici, c'est le côté de référence en X de ma pièce, donc la surface de référence comme telle. Regardons ça.
Des fois, ben, je le sais, je parle juste trop. Puis on est déjà rendu à peu près à ma limite de temps pour cette vidéo-ci. Je suis fatigué, là. C'est assez pour une journée. Ça veut dire la prochaine fois qu'on se rencontre, ben, on va repérer nos barres, on va positionner puis percer notre premier trou, percer notre deuxième trou, ça sera fait. Après ça, il va falloir qu'on fabrique nos deux guides. Parce que ben, je ne suis pas pour aller en acheter, ce n'est pas quelque chose qui exige beaucoup de dépenses. Si je ne fais que 8 morceaux. Là. Si j'en faisais plusieurs, ben, j'irais probablement me procurer des deux guides en bonne et due forme. Ici, ça va être très facile à produire. On va faire ça autour, puis ensuite, ben, on pourra essayer le gabarit. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, amusez-vous, mais soyez prudents. Faites attention de ne pas travailler sur des machines quand vous êtes trop fatigué. Et bon usinage.